Dans une nuit tranquille dans un hôpital, quelque chose allait changer la ville. Un Golden Retriever est entré silencieusement par les portes automatiques. Sans que personne ne le remarque, il s'est dirigé vers l'unité de soins intensifs. Hanson Tissanson, trouvant un enfant, il a fait quelque chose qui a fait frissonner tout le monde. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Les lumières fluorescentes de l'hôpital Sainte-Claire clignotaient doucement dans le couloir silencieux du 3e étage. C'était une nuit comme tant d'autres pour l'infirmière, Hélène Dubois, qui terminait sa 12e garde consécutive aux soins intensifs néonatales. Ses pas résonnaient sur le sol en vinyle, tandis qu'elle vérifiait les dossiers des petits patients, jusqu'à ce qu'un mouvement inhabituel attire son attention. Un Golden Retriever au pelage doré et brillant marchait d'un pas décidé dans le couloir, comme s'il connaissait parfaitement sa destination. Hélène se frotta les yeux, pensant que la fatigue lui jouait des tours. Mais non, le chien était bien réel et se dirigeait avec détermination vers l'unité de soins intensifs néonatales. « Comment es-tu entré ici ?» chuchota Hélène, observant. L'animal s'approchait du berceau où se trouvait Lucas, un bébé prématuré qui se battait courageusement depuis des semaines. Le chien ignora la question et, avec une délicatesse surprenante, s'allongea à côté du berceau. Hélène savait qu'elle devrait chasser l'animal immédiatement. Les règles de l'hôpital étaient claires à ce sujet. Cependant, quelque chose l'en empêcha. Peut-être était-ce le regard profond et serein du chien ou la façon dont il semblait comprendre exactement ce qu'il faisait. Tandis qu'elle observait la scène inhabituelle, Hélène remarqua quelque chose d'extraordinaire. Les moniteurs cardiaques de Lucas, qui jusqu'alors présentaient des modèles irréguliers, commençaient à montrer des signes plus stables. La saturation en oxygène, qui avait toujours été un sujet de préoccupation, présentait une amélioration significative. « C'est impossible », murmura-t-elle pour elle-même, vérifiant à plusieurs reprises les appareils. Mais les chiffres ne mentaient pas. La présence du chien semblait avoir un effet inexplicable sur le bébé. Dans les heures qui suivirent, Hélène resta vigilante, partagée entre son devoir professionnel de suivre les normes et l'intuition qui lui disait de permettre à cette connexion mystérieuse de continuer. Le Golden restait immobile, bougeant légèrement la tête, seulement lorsqu'un appareil émettait un son différent. Le docteur Renaud, le pédiatre responsable de la garde, entra dans l'unité de soins intensifs pour sa ronde nocturne et s'arrêta brusquement en voyant le chien. « Hélène, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?»« Docteur, je sais que cela semble fou, mais regardez les moniteurs. Depuis qu'il est arrivé, les signes vitaux de Lucas se sont considérablement améliorés, » expliqua Hélène, montrant les enregistrements des derniers paramètres. Le médecin ajusta ses lunettes, analysant soigneusement les données. Son expression initiale de désapprobation fut progressivement remplacée par une curiosité intriguée. « C'est remarquable », admit-il, bien qu'avec un scepticisme évident. Alors que la nuit avançait, d'autres membres de l'équipe médicale commencèrent à remarquer la présence du visiteur inhabituel. Certains protestèrent véhémentement, citant les protocoles d'hygiène et de sécurité. D'autres, impressionnés par l'amélioration des signes vitaux de Lucas, défendaient la présence de l'animal. Hélène observait tout avec un mélange d'appréhension et d'espoir. En 15 ans d'infirmerie, elle n'avait jamais rien vu de semblable. Le Golden Retriever semblait émettre une aura de sérénité qui n'affectait pas seulement Lucas, mais toute l'ambiance de l'unité de soins intensifs. À mesure que le soleil commençait à se lever, peignant le ciel de teintes roses et orangées, Hélène réalisa qu'elle était témoin de quelque chose qui dépassait la compréhension scientifique. Ce chien n'était pas un simple animal, c'était un messager, un gardien qui était arrivé au moment exact où Lucas en avait le plus besoin. L'infirmière savait qu'avec le début du nouveau jour, elle ferait face à des questions et de possibles. Réprimande pour sa décision de permettre la présence du chien. Mais quelque chose dans son cœur lui disait que cette nuit extraordinaire n'était que le début d'une histoire encore plus surprenante. Pendant qu'elle préparait le rapport de garde, Hélène jeta un dernier regard au Golden qui maintenait sa veille silencieuse. Leurs yeux se croisèrent brièvement, et elle aurait pu jurer avoir vu une lueur de sagesse ancienne dans ce regard canin. Qu'est-ce que ce mystérieux gardien leur réservait d'autre? Seul le temps le dirait.
la nouvelle du chien mystérieux de l'unité de soins intensifs néonatale se répandit rapidement dans l'hôpital Sainte-Claire. Le lendemain matin, le docteur Béatrice Moreau, directrice administrative, convoqua une réunion d'urgence. Hélène sentit son estomac se nouer lorsqu'elle reçut la convocation, mais resta ferme dans sa conviction. « C'est complètement inadmissible », s'exclama le docteur Moreau gesticulant avec emphase. « Un chien dans une unité de soins intensifs néonatale? Avez-vous complètement perdu la raison ?» Ses talons hauts résonnaient dans la salle de réunion, tandis qu'elle marchait de long en large. Le docteur Renaud, qui avait été témoin de la transformation la nuit précédente, s'éclaircit la gorge avant d'intervenir. « Docteur Moreau, je sais que cela semble absurde, mais les données ne mentent pas. Le bébé Lucas a présenté une amélioration significative au cours des 12 dernières heures, plus que ce que nous avons réussi en 3 semaines de traitement intensif. » Hélène saisit l'occasion pour présenter les graphiques qu'elle avait préparés, montrant l'évolution des signes vitaux de Lucas. Les niveaux d'oxygénation ont augmenté de 30%, la fréquence cardiaque s'est stabilisée et pour la première fois depuis son hospitalisation, nous avons pu réduire le support ventilatoire. La directrice administrative fronça les sourcils, étudiant attentivement les chiffres. Pendant un moment, son visage sévère s'adoucit légèrement, même s'il existe une corrélation, choisit-elle soigneusement ses mots. Nous ne pouvons pas simplement ignorer tous les protocoles de sécurité et d'hygiène. C'est alors que le docteur Marine Alves, l'infectiologue de l'hôpital, qui était restée silencieuse jusque-là, se manifesta. En fait, j'ai fait quelques recherches pendant la nuit. Il existe des études préliminaires sur la présence d'animaux dans les environnements hospitaliers. L'hôpital St. Mary's, à Londres, a un programme pilote avec des chiens thérapeutes dans le service pédiatrique, avec des résultats prometteurs. Le brouhaha dans la salle augmenta. Hélène perçut une petite brèche dans la résistance initiale et continua. Le plus intriguant est que ce chien semble avoir un comportement extraordinairement conscient. Il maintient une hygiène impeccable, n'aboie pas, ne bouge pas brusquement. C'est comme s'il savait exactement ce qu'il faisait, compléta le docteur Renaud, encore intrigué par les événements de la nuit précédente. Le docteur Moreau soupira profondément. « Je vais donner 48 heures, déclara-t-elle finalement. S'il y a le moindre, et je dis bien le moindre, signe de complication ou de détérioration de l'état du patient, l'animal sera immédiatement retiré. Et vous, pointa-t-elle du doigt Hélène et le docteur Renaud, serez personnellement responsable de toute conséquence. » Alors que la réunion se dispersait, Hélène reçut un message urgent de sa collègue Julie, qui couvrait sa garde aux soins. « T'as intensif, tu dois voir ça. Le chien fait quelque chose d'incroyable. » Hélène courut dans les couloirs, son cœur battant la chamade. En arrivant aux soins intensifs, elle trouva une scène surprenante. Le Golden Retriever était debout, ses pattes avant doucement appuyées sur le bord du berceau de Lucas. Ses yeux étaient fixés sur le bébé et il émettait un son doux, presque comme un murmure. « Il a commencé à faire ça il y a quelques minutes », expliqua Julie, émerveillée. « Et regarde les moniteurs. » Les appareils montraient une synchronisation parfaite entre la respiration du bébé et le rythme du son émis par le chien. C'était comme s'il guidait Lucas dans un exercice respiratoire naturel. « Mais qui es-tu » chuchota Hélène, s'approchant de l'animal. Pour la première fois, elle remarqua quelque chose qui était passé inaperçu dans l'agitation de la nuit précédente. Une petite médaille dorée pendait au cou du chien, partiellement cachée par son pelage. Avec précaution, Hélène écarta les poils pour lire l'inscription. Son cœur faillit s'arrêter lorsqu'elle lut les mots gravés. « Gabriel, projet Ange à 4 pattes, hôpital St. Mary's, Londres. » La découverte ouvrit un nouveau monde de possibilités et de questions. Comment un chien entraîné à Londres était-il arrivé jusqu'ici? Pourquoi avait-il choisi Lucas? Et plus important encore, quelle était la véritable portée de cette connexion mystérieuse entre l'animal et le bébé? Hélène savait que les 48 prochaines heures seraient cruciales, non seulement pour prouver la valeur thérapeutique de la présence de Gabriel, mais aussi pour élucider le mystère qui entourait son apparition providentielle. Pendant ce temps, dans le berceau, Lucas dormait sereinement, sa petite main tendue vers le museau de son gardien doré. Déterminée à en savoir plus sur Gabriel, Hélène profita de sa pause déjeuner pour faire des recherches sur le projet Ange à 4 pattes. Ces découvertes la laissèrent encore plus intriguée.
Le programme avait été lancé il y a 5 ans à l'hôpital St. Mary's, à Londres, avec des chiens spécialement formés pour aider les patients en état critique. Cependant, selon les registres officiels, seuls 12 chiens faisaient partie du projet, et tous travaillaient activement en Angleterre. « Comment es-tu arrivé ici, Gabriel ?» murmura Hélène, observant le Golden Retriever qui maintenait sa veille inlassable aux côtés de Lucas. Le chien tourna légèrement la tête dans sa direction, ses yeux ambrés brillant d'une intelligence qui semblait presque surnaturelle. À ce moment-là, une dame âgée entra dans l'unité de soins intensifs, s'appuyant sur une canne. C'était Madame Claire, la grand-mère de Lucas, qui venait le visiter tous les jours depuis son hospitalisation. En voyant Gabriel, elle laissa tomber sa canne, ses mains tremblant visiblement. « Ce n'est pas possible », chuchota-t-elle, des larmes coulant sur son visage ridé. « Gabriel ?» Hélène s'approcha rapidement pour l'aider. « Vous connaissez ce chien ?» Madame Claire acquiesça, encore sous le choc. « Il appartenait à mon fils Thomas. C'était son compagnon inséparable quand il vivait à Londres. » Sa voix se brisa. Thomas travaillait comme vétérinaire à l'hôpital St. Mary's. Il a aidé à former les premiers chiens du projet. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Hélène conduisit Madame Claire jusqu'à une chaise, impatiente d'en entendre davantage. L'histoire qui suivit était aussi extraordinaire que la présence même de Gabriel aux soins intensifs. Thomas avait été l'un des pionniers du projet Ange à 4 pattes, et Gabriel était son premier chien formé. Ensemble, ils avaient développé des techniques révolutionnaires de thérapie assistée par les animaux. Cependant, après un accident qui l'avait empêché de continuer son travail, Thomas avait dû retourner en France pour se faire soigner. Gabriel était resté à Londres, poursuivant son travail à l'hôpital. Mais c'était il y a 3 ans, expliqua Madame Claire, la voix brisée. Thomas, il ne s'est jamais complètement remis. Quand il a appris qu'il allait être grand-père, c'était comme si une nouvelle lumière était apparue dans sa vie. Il était tellement impatient de rencontrer Lucas. Hélène sentit son cœur se serrer. « Madame Claire, où est votre fils maintenant ?»« Il est à la maison, Hélène. Le médecin lui a recommandé un repos absolu après une complication récente. Il n'a même pas pu venir rencontrer son petit-fils. » À cet instant, Gabriel se leva et s'approcha de Madame Claire, posant doucement sa tête sur ses genoux. Le geste était si doux, si plein de sens, que les 2 femmes restèrent silencieuses pendant quelques instants. « C'est un miracle, » murmura Madame Claire, qu'à dans une nuit tranquille à l'hôpital, quelque chose allait changer la ville. Un Golden Retriever entra silencieusement par les portes automatiques. Sans que personne ne le remarque, il se dirigea vers l'unité de soins intensifs. En trouvant un enfant, il fit quelque chose qui fit frissonner tout le monde. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Les lumières fluorescentes de l'hôpital Sainte-Marie clignotaient doucement dans le couloir silencieux du 3e étage. C'était une nuit comme tant d'autres pour l'infirmière Élise Dupont, qui terminait sa 12e garde consécutive aux soins intensifs néonatales. Ses pas résonnaient sur le sol en vinyle, tandis qu'elle vérifiait les dossiers des petits patients jusqu'à ce qu'un mouvement inhabituel attire son attention. Un Golden Retriever au pelage doré et brillant marchait d'un pas décidé dans le couloir, comme s'il connaissait parfaitement sa destination. Élise se frotta les yeux, pensant que la fatigue lui jouait des tours. Mais non, le chien était bien réel et se dirigeait avec détermination vers l'unité de soins intensifs néonatales. « Comment es-tu entré ici ?» chuchota Élise, observant. L'animal s'approchait du berceau où se trouvait Léo, un bébé prématuré qui luttait bravement depuis des semaines. Le chien ignora la question et, avec une délicatesse surprenante, s'allongea à côté du berceau. Élise savait qu'elle devrait expulser immédiatement l'animal. Les règles de l'hôpital étaient claires à ce sujet. Cependant, quelque chose l'en empêcha. Peut-être était-ce le regard profond et serein du chien ou la façon dont il semblait comprendre exactement ce qu'il faisait. Tandis qu'elle observait la scène insolite, Élise remarqua quelque chose d'extraordinaire. Les moniteurs cardiaques de Léo, qui jusqu'alors présentaient des schémas irréguliers, commençaient à montrer des signes plus stables. La saturation en oxygène, qui avait toujours été un sujet de préoccupation, montrait une amélioration significative. « C'est impossible », murmura-t-elle pour elle-même, vérifiant à plusieurs reprises les appareils. Mais les chiffres ne mentaient pas.
La présence du chien semblait avoir un effet inexplicable sur le bébé. Dans les heures qui suivirent, Élise resta vigilante, partagée entre son devoir professionnel de suivre les normes et l'intuition qui lui disait de permettre à cette connexion mystérieuse de se poursuivre. Le Golden restait immobile, bougeant légèrement la tête uniquement lorsqu'un appareil émettait un son différent. Docteur Antoine, le pédiatre responsable de la garde, entra dans l'unité de soins intensifs pour sa ronde nocturne et s'arrêta brusquement en voyant le chien. « Élise, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?»« Docteur, je sais que ça semble fou, mais regardez les moniteurs. Depuis qu'il est arrivé, les signes vitaux de Léo se sont considérablement améliorés, » expliqua Élise, montrant les enregistrements des derniers paramètres. Le médecin ajusta ses lunettes, analysant soigneusement les données. Son expression, initiale de désapprobation, fut progressivement remplacée par une curiosité intriguée. « C'est remarquable », admit-il, bien qu'avec un scepticisme évident. Au fur et à mesure que la nuit avançait, d'autres membres de l'équipe médicale commencèrent à remarquer la présence du visiteur inhabituel. Certains protestèrent véhémentement, citant les protocoles d'hygiène et de sécurité. D'autres, impressionnés par l'amélioration des signes vitaux de Léo, défendaient le maintien de l'animal. Élise observait tout cela avec un mélange d'appréhension et d'espoir. En 15 ans d'infirmière, elle n'avait jamais rien vu de semblable. Le Golden Retriever semblait émettre une aura de sérénité qui n'affectait pas seulement Léo, mais tout l'environnement de l'unité de soins intensifs. À mesure que le soleil commençait à se lever, peignant le ciel de teintes roses et orangées, Élise réalisa qu'elle était témoin de quelque chose qui dépassait la compréhension scientifique. Ce chien n'était pas un simple animal, c'était un messager, un gardien qui était arrivé au moment exact où Léo en avait le plus besoin. L'infirmière savait qu'avec le début de la nouvelle journée, elle ferait face à des questions et de possibles réprimandes pour sa décision de permettre la présence du chien. Mais quelque chose dans son cœur lui disait que cette nuit extraordinaire n'était que le début d'une histoire encore plus surprenante. Tandis qu'elle préparait le rapport de garde, Élise jeta un dernier regard au Golden qui maintenait sa veille silencieuse. Leurs yeux se croisèrent brièvement, et elle aurait pu jurer avoir vu une lueur de sagesse ancienne dans ce regard canin. Qu'est-ce que ce mystérieux gardien leur réservait d'autre? Seul le temps le dirait. La nouvelle du chien mystérieux, de l'unité de soins intensifs néonatale, se répandit rapidement dans l'hôpital Sainte-Marie. Le lendemain matin, Dr Sophie Leroy, directrice administrative, convoqua une réunion d'urgence. Élise sentit son estomac se nouer lorsqu'elle reçut la convocation, mais resta ferme dans sa conviction. « C'est totalement inadmissible », s'écriait Dr Leroy, gesticulant avec emphase. « Un chien dans une unité de soins intensifs néonatale, avez-vous complètement perdu la raison ?» Ses talons hauts résonnaient dans la salle de réunion, tandis qu'elle faisait les 100 pas. Docteur Antoine, qui avait été témoin de la transformation la nuit précédente, s'éclaircit la gorge avant d'intervenir. « Docteur Leroy, je sais que cela semble absurde, mais les données ne mentent pas. Le bébé Léo a montré une amélioration significative au cours des 12 dernières heures, plus que ce que nous avons réussi en 3 semaines de traitement intensif. » Élise saisit l'occasion pour présenter les graphiques qu'elle avait préparés, montrant l'évolution des signes vitaux de Léo. Les niveaux d'oxygénation ont augmenté de 30%. La fréquence cardiaque s'est stabilisée et pour la première fois depuis son hospitalisation, nous avons pu réduire le support ventilatoire. La directrice administrative fronça les sourcils, étudiant attentivement les chiffres. Pendant un moment, son visage sévère s'adoucit légèrement, même s'il existe une corrélation, choisit-elle soigneusement ses mots. Nous ne pouvons pas simplement ignorer tous les protocoles de sécurité et d'hygiène. C'est alors que Dr Marie Lambert, l'infectiologue de l'hôpital, qui était restée silencieuse jusque-là, intervint. « En fait, j'ai fait quelques recherches pendant la nuit. Il existe des études préliminaires sur la présence d'animaux dans les environnements hospitaliers. L'hôpital Saint-Thomas à Londres a un programme pilote avec des chiens, thérapeutes dans le service pédiatrique, avec des résultats prometteurs. » Le bourdonnement dans la salle augmenta. Élise perçut une petite brèche dans la résistance initiale et continua.
Le plus intrigant est que ce chien semble avoir un comportement extraordinairement conscient. Il maintient une hygiène impeccable, n'aboie pas, ne bouge pas brusquement. C'est comme s'il savait exactement ce qu'il faisait, compléta Dr Antoine, encore intrigué par les événements de la nuit précédente. Dr Leroy soupira profondément. « Je vais donner 48 heures, déclara-t-elle finalement. S'il y a le moindre, et je dis bien le moindre, signe de complication ou de détérioration de l'état du patient, l'animal sera immédiatement retiré. Et vous, pointa-t-elle Élise et Dr Antoine, serez personnellement responsable de toute conséquence. Alors que la réunion se dispersait, Élise reçut un message urgent de sa collègue Julie, qui couvrait sa garde à l'unité de soins intensifs. « Tu dois voir ça. Le chien fait quelque chose d'incroyable. » Élise courut dans les couloirs, le cœur battant. En arrivant à l'unité de soins intensifs, elle découvrit une scène surprenante. Le Golden Retriever était debout, ses pattes avant délicatement, appuyées sur le bord du berceau de Léo. Ses yeux étaient fixés sur le bébé, et il émettait un son doux, presque comme un murmure. « Il a commencé à faire ça il y a quelques minutes », expliqua Julie, émerveillée. « Et regarde les moniteurs. » Les appareils montraient une synchronisation parfaite entre la respiration du bébé et le rythme du son émis par le chien. C'était comme s'il guidait Léo dans un exercice respiratoire naturel. « Mais qui es-tu » chuchota Élise, s'approchant de l'animal. Pour la première fois, elle remarqua quelque chose qui était passé inaperçu dans l'agitation de la nuit précédente. Une petite médaille dorée pendait au cou du chien, partiellement cachée par son pelage. Avec précaution, Élise écarta les poils pour lire l'inscription. Son cœur faillit s'arrêter lorsqu'elle lut les mots gravés « Gabriel, projet Anges à 4 pattes, hôpital Saint-Thomas, Londres ». La découverte ouvrit un nouveau monde de possibilités et de questions. Comment un chien entraîné à Londres était-il arrivé jusqu'ici? Pourquoi avait-il choisi Léo? Et plus important encore, quelle était la véritable portée de cette connexion mystérieuse entre l'animal et le bébé? Élise savait que les 48 prochaines heures seraient cruciales, non seulement pour prouver la valeur thérapeutique de la présence de Gabriel, mais aussi pour élucider le mystère qui entourait son apparition providentielle. Pendant ce temps, dans le berceau, Léo dormait sereinement, sa petite main tendue vers le museau de son gardien doré. Déterminée à en savoir plus sur Gabriel, Élise profita de sa pause déjeuner pour faire des recherches sur le projet Ange, à 4 pattes. Ces découvertes l'intriguèrent encore davantage. Le programme avait été initié il y a 5 ans à l'hôpital Saint-Thomas à Londres, avec des chiens spécialement entraînés pour aider les patients en état critique. Cependant, selon les registres officiels, seuls 12 chiens faisaient partie du projet et tous travaillaient activement en Angleterre. « Comment es-tu arrivé ici, Gabriel ?» murmura Élise, observant le Golden Retriever qui maintenait sa veille inlassable aux côtés de Léo. Le chien tourna légèrement la tête dans sa direction, ses yeux ambrés brillant d'une intelligence qui semblait presque surnaturelle. À ce moment-là, une dame âgée entra dans l'unité de soins intensifs, s'appuyant sur une canne. C'était Madame Claire, la grand-mère de Léo, qui venait le visiter tous les jours depuis son hospitalisation. En voyant Gabriel, elle laissa tomber sa canne, ses mains tremblant visiblement. « Ce n'est pas possible !» chuchota-t-elle, des larmes coulant sur son visage ridé. « Gabriel ?» Élise s'approcha rapidement pour l'aider. « Vous connaissez ce chien ?» Madame Claire acquiesça, encore sous le choc. Il appartenait à mon fils, Thomas. C'était son compagnon. Inséparable quand il vivait à Londres. Sa voix se brisa. Thomas travaillait comme vétérinaire à l'hôpital Saint-Thomas. Il a aidé à former les premiers chiens du projet. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Élise conduisit Madame Claire vers une chaise, impatiente d'en entendre davantage. L'histoire qui suivit était aussi extraordinaire que la présence même de Gabriel dans l'unité de soins intensifs. Thomas avait été l'un des pionniers du projet Ange à 4 pattes, et Gabriel était son premier chien entraîné. Ensemble, ils avaient développé des techniques révolutionnaires de thérapie assistées par les animaux. Cependant, après un accident qui l'avait empêché de poursuivre son travail, Thomas avait dû retourner en France pour se faire soigner. Gabriel était resté à Londres, continuant son travail à l'hôpital. Mais c'était il y a 3 ans, expliqua Madame Claire, la voix tremblante. Thomas, il ne s'est jamais complètement remis.
Quand il a appris qu'il allait être grand-père, c'était comme si une nouvelle lumière était apparue dans sa vie. Il était si impatient de rencontrer Léo. Élise sentit son cœur se serrer. « Madame Claire, où est votre fils maintenant ?»« Il est à la maison, Élise. Le médecin lui a recommandé un repos absolu après une complication récente. Il n'a même pas pu venir rencontrer son petit-fils. » À cet instant, Gabriel se leva et s'approcha de Madame Claire, posant doucement sa tête sur ses genoux. Le geste était si doux, si plein de sens, que les deux femmes restèrent silencieuses pendant quelques instants. « C'est un miracle, » murmura Madame Claire, caressant le pelage doré de Gabriel. « D'une manière ou d'une autre, il a trouvé un moyen d'être ici, de prendre soin du petit-fils de Thomas. » L'après-midi avançait, et avec elle vinrent d'autres surprises. Docteur Antoine entra dans l'unité de soins intensifs en portant un ordinateur portable. « Élise, tu dois voir ça !» l'appela-t-il, excité. « J'ai réussi à contacter l'équipe de l'hôpital Saint-Louis. » Sur l'écran, une vidéoconférence révéla le visage préoccupé de la drieuse Sophie Lambert, coordinatrice du projet Ange à quatre pattes. « C'est extraordinaire !» commenta-t-elle après avoir entendu le récit sur Gabriel. « Notre Gabriel a disparu il y a 3 jours, causant une grande inquiétude. Personne ne pouvait comprendre comment il s'était échappé d'une zone aussi sécurisée. « Mais comment a-t-il réussi à arriver en France ?» questionna Élise. Sophie secoua la tête. « C'est le plus incroyable. Nous n'en avons aucune idée. C'est comme s'il avait simplement su qu'il devait être là. » Pendant que la conversation se poursuivait, Gabriel gardait ses yeux fixés sur Mathieu, qui dormait paisiblement. Les moniteurs montraient des signes vitaux de plus en plus stables, et pour la première fois depuis son hospitalisation, le bébé commençait à prendre du poids de manière constante. Élise observait tout avec un mélange d'admiration et de perplexité. L'histoire de Gabriel était encore plus extraordinaire qu'elle ne l'avait imaginé initialement. Ce n'était pas seulement un chien thérapeute qui était apparu mystérieusement, c'était un gardien qui avait traversé des océans pour accomplir une mission très spéciale. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées à travers les fenêtres de l'unité de soins intensifs. Les 48 heures accordées par la Dreux Béatrice étaient à mi-chemin. Mais maintenant, Élise avait bien plus que des chiffres et des graphiques pour défendre le maintien de Gabriel. Elle avait une histoire de connexion profonde, de liens indestructibles et d'un amour qui transcendait les distances et les explications rationnelles. La nouvelle sur la véritable identité de Gabriel et sa connexion avec la famille de Mathieu se répandit rapidement dans l'hôpital. Infirmières, médecins et même patients d'autres étages trouvèrent des excuses pour passer par l'unité de soins intensifs néonatale, espérant apercevoir le chien qui avait traversé un océan par ses propres moyens. Élise profita de son jour de congé pour rendre visite à Théo, le père de Mathieu. Conduisant jusqu'à un quartier tranquille en périphérie de la ville, elle trouva une maison modeste, avec un petit jardin bien entretenu. Madame Claire la reçut à la porte, son visage fatigué mais plein d'espoir. « Théo est sur la terrasse à l'arrière », expliqua la vieille dame. « Depuis que je lui ai parlé de Gabriel, il est différent, plus vivant. » Élise traversa la maison et trouva Théo assis dans un fauteuil roulant, observant le jardin. Malgré sa condition physique, ses yeux bleus brillaient d'une intensité qui rappelait ceux de Gabriel. « Alors c'est vous l'infirmière qui a permis à mon vieil ami de rester avec Mathieu, » dit-il, se tournant pour la regarder. Sa voix était douce, mais ferme. « Il n'y a pas de mots suffisants pour vous remercier. »« Monsieur Théo, en fait, je suis venu parce que j'ai besoin de mieux comprendre. Comment est-il possible que Gabriel soit arrivé jusqu'ici ?» Théo sourit, un sourire qui mêlait nostalgie et admiration. Gabriel a toujours été spécial, même parmi les chiens du projet. Il avait une capacité unique à sentir quand quelqu'un avait besoin de lui. Pas seulement les patients désignés, mais n'importe quelle personne en souffrance. Tout en parlant, Théo montra à Élise un album de photos. Des images de Gabriel, encore chiot, son entraînement à l'hôpital, des moments spéciaux avec des patients qu'il avait aidés. Nous avons développé ensemble une méthode différente de thérapie. Ce n'était pas seulement une question de présence ou de confort physique. Gabriel arrivait à établir une sorte de connexion énergétique avec les patients. « Comment ça ?» demanda Élise, intriguée. « Nous avons réalisé qu'il synchronisait sa respiration avec celle des patients en difficulté respiratoire, exactement comme il le fait avec Mathieu.
Mais plus que ça, il semblait capable de transmettre une force vitale, une énergie curative que la science ne peut pas encore expliquer. À ce moment-là, le téléphone portable d'Élise sonna. C'était Julie, sa collègue de l'unité de soins intensifs. « Élise, tu dois revenir à l'hôpital. Quelque chose d'incroyable est en train de se passer. » Théo perçut l'urgence dans sa voix. « Allez-y, dit-il, et s'il vous plaît, dites à Gabriel que je suis fier de lui. » En arrivant à l'hôpital, Élise trouva une petite foule rassemblée devant l'unité de soins intensifs néonatales. Docteur Antoine était radieux. « Mathieu a commencé à respirer seul, annonça-t-il. Nous avons pu retirer complètement l'assistance respiratoire. » À travers la vitre, Élise vit Gabriel couché à côté du berceau, ses yeux fixés sur Mathieu. Le bébé, pour la première fois depuis sa naissance prématurée, respirait de façon indépendante et régulière. Dreux Béatrice, qui analysait les nouveaux examens, semblait déconcertée. « En 30 ans de médecine, je n'ai jamais vu une récupération aussi rapide et significative, admit-elle. Peut-être que nous devrons reconsidérer certains de nos protocoles. » Pendant que tout le monde célébrait l'amélioration de Mathieu, Élise remarqua quelque chose de différent chez Gabriel. Le chien semblait plus fatigué, comme si l'effort d'aider le bébé consommait ses propres forces. « Il se donne trop », murmura-t-elle, se souvenant des paroles de Théo sur l'énergie curative. Cette nuit-là, après sa garde, Élise resta dans l'unité de soins intensifs, observant l'interaction entre Gabriel et Mathieu. Le chien maintenait sa veille inlassable, émettant occasionnellement ce son doux et harmonieux qui semblait bercer le bébé. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'extraordinaire. Chaque fois que Gabriel produisait ce son, de petites lumières bleutées semblaient danser dans l'air entre lui et Mathieu. C'était quelque chose de si subtil qu'on aurait pu facilement le confondre avec un reflet des lumières de l'hôpital, mais Élise savait qu'elle était témoin de quelque chose de beaucoup plus profond. « Tu es littéralement en train de transférer ta force vitale vers lui, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle à Gabriel. Le chien tourna légèrement la tête dans sa direction, ses yeux révélant une sagesse ancienne et profonde. La nuit avançait, et avec elle grandissait la certitude que le lien entre Gabriel et Mathieu allait bien au-delà de la compréhension humaine. C'était une connexion qui transcendait la logique et la science, un lien invisible tissé avec des fils d'amour, d'espoir et une magie que peu pouvaient comprendre. Le lendemain matin, Élise remarqua un changement subtil, mais inquiétant chez Gabriel. Son pelage, auparavant resplendissant comme de l'or liquide, commençait à perdre son éclat. Ses mouvements, toujours gracieux et précis, semblaient de plus lents et calculés, comme si chaque geste exigeait un effort conscient. « Tu as besoin de te reposer un peu », chuchota-t-elle, caressant la tête du chien. Gabriel la regarda simplement, avec ses yeux profonds, et reporta son attention sur Mathieu, qui respirait maintenant tranquillement dans son berceau. Dremarine, l'infectiologue, entra dans l'unité de soins intensifs en portant une série d'équipements. « Élise, j'ai obtenu l'autorisation de faire quelques mesures. Je veux mieux comprendre ce qui se passe ici. » Au cours des heures suivantes, elles effectuèrent une série de tests non invasifs, mesurant les champs électromagnétiques, la température et d'autres paramètres autour de Gabriel et Mathieu. Les résultats étaient surprenants. « C'est incroyable », murmura Marine, analysant les données sur sa tablette. « Il existe un champ énergétique mesurable entre eux. Quand Gabriel émet ce son, la fréquence des ondes cérébrales de Mathieu se synchronise parfaitement avec la sienne. » « Mais à quel prix ?» questionna Élise, observant comme Gabriel semblait de plus en plus épuisé après chaque session de thérapie. Cet après-midi-là, Théo réussit enfin à visiter l'hôpital. Même dans son fauteuil roulant, il insista pour aller jusqu'à l'unité de soins intensifs voir son fils et retrouver son ancien compagnon. Quand Gabriel vit Théo, sa queue commença à remuer légèrement, mais il n'abandonna pas sa position à côté de Mathieu. « Mon vieil ami, » dit Théo, les larmes aux yeux. « Tu as toujours su ce qui devait être fait, n'est-ce pas ?» S'approchant du berceau, il vit son fils pour la première fois. « Il est si petit, mais il devient plus fort chaque jour, » compléta Élise. « Grâce à Gabriel. » Théo observa attentivement son ancien partenaire. « Il est en train de se sacrifier, » constata-t-il avec inquiétude.
Il canalise sa propre force vitale vers Mathieu. « Comment ça ?» demanda Élise, alarmée. « Pendant nos recherches à Londres, nous avons découvert que certains chiens du projet avaient une capacité extraordinaire à transférer de l'énergie vitale aux patients en état critique. Mais Gabriel, il était différent. Il ne partageait pas seulement son énergie, il la donnait complètement. À ce moment-là, les moniteurs de Mathieu commencèrent à biper. Ses battements cardiaques s'accéléraient dangereusement. Avant que quiconque puisse réagir, Gabriel se leva, se positionna plus près du berceau et commença à émettre ce son harmonieux. Le phénomène des lumières bleutées devint plus intense que jamais. C'était comme si de petites étoiles dansaient entre le chien et le bébé. Les battements de Mathieu commencèrent à se normaliser, mais Gabriel trembla visiblement sous l'effort. « Il ne peut pas continuer comme ça », dit Théo, la voix brisée. « Il s'épuise complètement. » Élise réalisa qu'ils étaient face à un dilemme impossible. Gabriel était en train de sauver Mathieu, mais au prix de sa propre vitalité. Le chien qui avait traversé un océan pour sauver le petit-fils de son ancien compagnon était prêt à tout donner de lui, littéralement, c'est pour accomplir sa mission. « Il doit y avoir un autre moyen », insista Élise, refusant d'accepter qu'il devrait choisir entre la vie de Mathieu et le bien-être de Gabriel. C'est alors que Madame Claire, qui observait tout en silence, fit un pas en avant. « Peut-être que je peux aider, dit-elle, sortant de son sac un vieux livre à la couverture usée. Ce livre appartenait à ma grand-mère, une guérisseuse de la campagne. Elle disait toujours qu'il existait des façons de canaliser et d'amplifier l'énergie vitale sans épuiser sa source. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, projetant des ombres dorées à travers les fenêtres de l'unité de soins intensifs, Élise, Théo et Madame Claire se rassemblèrent autour du vieux livre, cherchant désespérément une solution qui pourrait sauver à la fois Mathieu et son gardien infatigable. Le vieux livre de Madame Claire se révéla être un trésor de connaissances oubliées. Ses pages jaunies contenaient non seulement des recettes d'herbes médicinales, mais aussi des instructions détaillées sur des rituels de guérison et de transfert d'énergie vitale. Ma grand-mère appelait cela le cercle de lumière, expliqua Madame Claire, ses doigts ridés caressant délicatement les pages du livre. Et c'est un rituel qui permet à plusieurs personnes de partager leur énergie vitale avec celui qui en a besoin, sans que personne ne s'épuise complètement. Élise étudia attentivement les illustrations du livre. Des dessins méticuleux montraient des personnes disposées en cercle avec des symboles et des cristaux spécifiques, positionnés à des points stratégiques. Mais comment pouvons-nous être sûrs que cela fonctionnera? Nous ne pouvons pas, répondit Théo se penchant dans son fauteuil roulant pour mieux examiner le livre. Mais nous ne pouvons pas non plus laisser Gabriel continuer à se sacrifier de cette façon. Dremarine, qui était restée silencieuse jusqu'alors, intervint. D'un point de vue scientifique, nous avons déjà prouvé l'existence de champs énergétiques entre Gabriel et Mathieu. S'il existe un moyen d'amplifier et de distribuer cette énergie, nous devons essayer, décida Élise, observant comment Gabriel semblait de plus en plus affaibli. Son pelage, autrefois doré et brillant, était maintenant terne et sans vie. Malgré tout, il maintenait sa veille inlassable aux côtés de Mathieu. Dans les heures qui suivirent, ils préparèrent tout conformément aux instructions du livre. Béatrice, étonnamment, autorisa la procédure après avoir vu les résultats alarmants des derniers examens de Gabriel. « Je n'aurais jamais pensé dire cela », commenta-t-elle, « mais nous avons été témoins de tant de miracles ces derniers jours que je suis prête à essayer n'importe quoi qui puisse aider. » À la tombée de la nuit, lorsque l'unité de soins intensifs était plus calme, ils commencèrent le rituel. Des cristaux de quartz rose furent placés en cercle autour du berceau de Matisse. Gabriel, comprenant instinctivement son rôle, s'allongea, au centre du cercle, près du bébé. Madame Claire, François, Élise, Dr Marine et même Dr Béatrice formèrent un cercle plus large autour d'eux. Suivant les instructions du livre, tous se donnèrent la main, fermant les yeux et se concentrant pour partager leur énergie. Madame Claire commença à entonner doucement une ancienne berceuse que sa grand-mère lui avait apprise. La mélodie, simple et profonde, remplit l'environnement d'une vibration particulière. Gabriel, reconnaissant le moment, commença à émettre son son harmonieux, parfaitement synchronisé avec la chanson. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les lumières bleutées qui n'apparaissaient auparavant qu'entre Gabriel et Matisse commencèrent à se manifester
dans tout le cercle. C'était comme si des milliers de petites étoiles dansaient dans l'air, reliant tous les présents dans une toile lumineuse d'énergie. Élise sentit un léger picotement parcourir son corps, comme si un courant électrique très délicat coulait à travers elle. Elle pouvait sentir la même énergie émaner de tous ceux du cercle, convergeant vers le centre où se trouvaient Gabriel et Mathis. Les moniteurs cardiaques de Mathis commencèrent à enregistrer des schémas encore plus stables qu'auparavant. Mais le plus surprenant était Gabriel. Pour la première fois depuis des jours, le chien semblait vraiment se détendre, comme si le poids de porter seul cette responsabilité était enfin partagé. Le rituel se poursuivit pendant près d'une heure, la berceuse de Madame Claire se mêlant au son harmonieux de Gabriel et au bip rythmique des moniteurs dans une symphonie unique et puissante. Lorsqu'ils terminèrent enfin, tous étaient épuisés, mais c'était une fatigue différente, comme après un exercice revigorant. « Regardez !» s'exclama Élise, pointant vers Gabriel. Le pelage du chien avait retrouvé une partie de son éclat doré, et ses yeux étaient plus vifs et alertes. En même temps, Mathis dormait paisiblement, ses signes vitaux plus forts que jamais. Docteur Béatrice, toujours sceptique, examina attentivement les données des moniteurs. « C'est extraordinaire », admit-elle. « Les schémas d'ondes cérébrales de Mathis sont parfaitement équilibrés, et son oxygénation est meilleure que jamais. » François s'approcha de Gabriel, caressant son pelage maintenant plus brillant. « Tu n'as plus besoin de faire ça tout seul, mon ami, » murmura-t-il. « Maintenant, nous pouvons tous aider. » Dans les jours qui suivirent le rituel du cercle de lumière, une transformation remarquable se produisit dans l'unité de soins intensifs néonatale. L'ambiance, auparavant chargée de tension et d'inquiétude, émanait maintenant une énergie sereine et accueillante. Chaque soir, le groupe se réunissait pour répéter le rituel, avec des résultats toujours plus surprenants. Gabriel, récupérant progressivement sa vitalité, maintenait sa position aux côtés de Mathis, mais maintenant avec une énergie renouvelée. Son pelage retrouva son éclat doré caractéristique, et ses yeux regagnèrent leur éclat intense d'autrefois. Le plus important, il ne s'épuisait plus pour aider Mathis. C'est comme si nous avions créé un cycle parfait d'énergie, expliqua Dr Marine, analysant les données collectées pendant les rituels. L'énergie ne circule plus seulement dans une direction, de Gabriel vers Mathis, mais circule entre nous tous, se renouvelant constamment. Un matin particulièrement ensoleillé, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Élise faisait sa ronde habituelle quand elle remarqua un mouvement différent dans le berceau de Mathis. Le bébé, qui jusqu'alors restait dans un sommeil profond la plupart du temps, ouvrit les yeux pour la première fois. « Docteur Antoine », appela Élise, sa voix tremblant d'émotion. « Venez voir ça. » Le médecin s'approcha rapidement du berceau, émerveillé par ce qu'il voyait. Les yeux de Mathis, d'un bleu profond comme ceux de son père, observaient l'environnement avec une curiosité surprenante pour un bébé prématuré. Gabriel, qui était allongé à son poste habituel, se leva immédiatement. Avec une délicatesse impressionnante, il approcha son museau du berceau. Mathis tourna la tête vers le chien et pendant un moment magique, leurs regards se croisèrent. « C'est impossible. » Murmura Dr Antoine, vérifiant les moniteurs. Son activité cérébrale est complètement normale. C'est comme s'il n'avait jamais eu de complications. La nouvelle du réveil de Mathis se répandit rapidement dans l'hôpital. François, en étant informé, insista pour aller immédiatement à l'unité de soins intensifs, même s'il était difficile pour lui de se déplacer. Quand il arriva, accompagné de Madame Claire, les larmes coulaient librement sur son visage. « Mon fils », murmura-t-il, approchant son fauteuil roulant du berceau. Mathis se tourna vers la voix de son père, ses petits doigts bougeant comme s'il voulait l'atteindre. Gabriel, observant la scène, émit un son doux, différent de tous ceux qu'il avait fait jusqu'alors. C'était presque une chanson de célébration. Les lumières bleutées apparurent à nouveau, mais cette fois elles étaient plus brillantes et dansaient joyeusement dans l'air. Docteur Béatrice, qui était entrée dans l'unité de soins intensifs pour son inspection quotidienne, s'arrêta brusquement, en assistant à la scène. « En 30 ans de médecine, dit-elle, la voix émue, je n'ai jamais rien vu de tel. Cela va bien au-delà de la science que nous connaissons. » Madame Claire sourit, tenant l'ancien livre de sa grand-mère contre sa poitrine. « Parfois, ma fille,
nous devons accepter qu'il existe des mystères dans le monde que la science ne peut pas encore expliquer. L'amour, le dévouement, la connexion entre les êtres, tout cela fait partie d'une sagesse beaucoup plus ancienne et profonde. Cet après-midi-là, lorsqu'ils réalisèrent le rituel du cercle de lumière, quelque chose de différent se produisit. Les lumières bleutées qui dansaient entre eux semblaient plus intenses, plus vivantes. Matisse, maintenant éveillé, observait le spectacle avec fascination, ses petits yeux suivant les lumières qui dansaient dans l'air. Gabriel, au centre du cercle, émanait une aura d'accomplissement et de paix. Sa mission était presque terminée. Matisse n'avait pas seulement survécu, il prospérait, devenant plus fort chaque jour. Élise, observant tout cela, ressentit une profonde gratitude. Elle avait été témoin et partie prenante de quelque chose de vraiment extraordinaire, quelque chose qui changerait à jamais sa façon de voir le monde et la médecine. Parfois, pensa-t-elle, les plus grands miracles se produisent lorsque nous ouvrons nos cœurs à des possibilités qui vont au-delà de notre compréhension. 3 semaines après le réveil de Matisse, l'unité de soins intensifs néonatale de l'hôpital Sainte-Marie était méconnaissable. Les murs, autrefois austères et froids, affichaient maintenant des dessins colorés de chiens et d'étoiles, réalisés par le personnel inspiré par l'histoire de Gabriel. L'environnement lui-même semblait plus léger, comme si l'énergie curative qui avait sauvé Matisse résonnait encore dans l'espace. C'était un matin spécial, le jour où Matisse allait enfin recevoir son congé. Ses examens montraient un développement impressionnant, dépassant toutes les attentes médicales. Dr Antoine avait déclaré que c'était le cas de récupération le plus extraordinaire qu'il ait jamais vu dans sa carrière. C'est comme s'il n'avait jamais été prématuré, expliqua le médecin à l'équipe réunie. Ses poumons sont parfaitement développés, son système neurologique répond au-dessus de la moyenne pour son âge, et sa croissance est complètement normalisée. Élise organisait les derniers préparatifs pour la sortie quand elle remarqua quelque chose de différent chez Gabriel. Le chien était assis près de la fenêtre, son regard fixé sur l'horizon, comme s'il savait que sa mission touchait à sa fin. « Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle, s'agenouillant à côté de lui. « Tu savais exactement combien de temps il faudrait rester ici. » Gabriel se tourna vers elle, ses yeux ambrés brillants de cette sagesse ancienne qu'Élise avait appris à reconnaître. À ce moment-là, Dr Elizabeth Thompson, la coordinatrice du projet Ange à 4 pattes, entra dans l'unité de soins intensifs, ayant spécialement voyagé de Londres pour ce jour. « Alors c'est vrai, » dit Elisabeth, émue en voyant Gabriel. « Notre garçon doré a vraiment traversé un océan pour sauver une vie. » François, qui aidait Madame Claire avec les derniers préparatifs pour ramener Matisse à la maison, s'approcha de son ancienne collègue. « Il a toujours été spécial, Elisabeth. Mais je pense qu'aucun d'entre nous n'imaginait à quel point. » La nouvelle de la sortie de Matisse s'était répandue dans l'hôpital, et une petite foule s'était rassemblée pour assister au moment. Infirmières, médecins, patients et leurs familles. Tous voulaient dire au revoir au bébé miraculeux et à son gardien doré. Docteur Béatrice, qui avait initialement été si sceptique, prit une décision surprenante. À partir d'aujourd'hui, annonça-t-elle, l'hôpital Sainte-Marie aura son propre programme de thérapie assisté par les animaux, le projet Gabriel, en hommage à notre visiteur spécial. À la surprise et la joie furent générales. Elisabeth s'offrit immédiatement pour aider à la mise en œuvre du programme, promettant de partager toute l'expérience de l'hôpital Saint-Maryse. Lorsque vint le moment pour Matisse de quitter l'unité de soins intensifs, quelque chose de magique se produisit. Les lumières bleutées qui étaient devenues si familières ces dernières semaines apparurent une dernière fois, dansant doucement autour du berceau. Gabriel s'approcha, toucha doucement la main de Matisse avec son museau, et le bébé sourit, son premier sourire. « C'est l'heure, n'est-ce pas ?» demanda François, comprenant ce qui était sur le point de se passer. Gabriel remua doucement la queue, s'approcha de chaque personne qui avait participé au rituel du cercle de lumière, permettant une dernière caresse, un dernier échange de regards. Puis, avec la même dignité et le même but avec lesquels il était arrivé, Gabriel marcha vers la sortie de l'unité de soins intensifs. Avant de partir, il se retourna une dernière fois, ses yeux rencontrant ceux de Matisse. Pendant un bref moment, les lumières bleutées brillèrent plus intensément que jamais, comme un adieu silencieux. « Il retourne à Londres ?» demanda Élise à Elisabeth. « Oui, »
répondit-elle, souriant à travers ses larmes. D'autres ont besoin de lui maintenant, mais ce qu'il a laissé ici, cela restera pour toujours. Et cela resta vraiment. Le projet. Gabriel devint l'un des programmes les plus réussis de l'hôpital Sainte-Marie. Dans les années qui suivirent, des dizaines de chiens thérapeutes furent formés, apportant réconfort et guérison à d'innombrables patients. Chacun d'eux portait une médaille dorée, similaire à celle de Gabriel, un rappel constant du gardien qui avait enseigné à tous une précieuse leçon sur l'amour, le dévouement et le pouvoir de la connexion entre les êtres. Mathis grandit fort et en bonne santé, et bien qu'il ne puisse pas se souvenir consciemment de Gabriel, il démontra toujours une affinité particulière avec les chiens au pelage doré. Dans sa chambre, une photo spéciale occupait une place d'honneur. On y voyait un Golden Retriever, aux yeux extraordinairement sages, veillant sur un petit bébé dans une unité de soins intensifs, tandis que des lumières mystérieuses dansaient dans l'air autour. 2. Le soleil de l'après-midi baignait le jardin de l'hôpital Sainte-Marie, où une statue dorée d'un Golden Retriever brillait sous la lumière. À ses pieds, une plaque de bronze racontait brièvement l'histoire de Gabriel, le chien qui avait traversé un océan pour sauver une vie. Mathis, maintenant un garçon de 10 ans plein d'énergie et de curiosité, courait dans le jardin, suivi de près par Luna, une Golden Retriever du projet Gabriel. Ses cheveux châtains ondulaient au vent tandis qu'il riait, jouant à chat perché avec sa compagne canine. Élise, maintenant directrice du projet Gabriel, observait la scène avec un sourire nostalgique. Une décennie s'était écoulée depuis ces jours miraculeux à l'unité de soins intensifs, mais la magie de ce moment continuait de vivre dans chaque coin de l'hôpital. « C'est encore difficile à croire, n'est-ce pas ?» dit une voix familière, derrière elle. François, utilisant maintenant une canne au lieu du fauteuil roulant, s'approcha lentement. « Parfois, on dirait que c'était hier, » répondit Élise en embrassant son amie. « Comment se passe la kinésithérapie ?» François sourit, faisant quelques pas sans sa canne. « De mieux en mieux chaque jour. Les médecins disent que c'est un miracle que je marche à nouveau, mais nous savons tous les deux que des miracles se produisent dans cet hôpital tout le temps. » À ce moment-là, Mathieu courut vers eux, Lola sur ses talons. « Tante Élise, papa, vous avez vu, Lola et moi, on s'entraînait à la synchronisation respiratoire que tu nous as enseignée. » Élise s'accroupit pour être au niveau des yeux du garçon. « Et comment c'était, mon chéri ?»« C'était incroyable !» s'exclama Mathieu, ses yeux brillants d'excitation. « J'ai ressenti ce picotement à nouveau, et pendant une seconde, je crois que j'ai vu les lumières bleues. » François et Élise échangèrent des regards significatifs. Au fil des années, Mathieu mentionnait occasionnellement voir ces lumières, surtout quand il était avec les chiens du projet. C'était comme si une partie de cette connexion magique avec Gabriel vivait encore en lui. « Mathieu, » appela doucement François, « tu te souviens que c'est un jour spécial aujourd'hui ? Nous avons une surprise pour toi. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent d'anticipation. « C'est à propos de l'histoire que vous avez promis de me raconter ? Sur ma naissance ?» Élise acquiesça, prenant la main de Mathieu. « Allons à l'unité de soins intensifs néonatales. Il y a quelqu'un de très spécial qui veut te rencontrer. » Pendant qu'il marchait dans les couloirs de l'hôpital, Mathieu observait fasciné les changements mis en place au fil des années. Chaque service avait maintenant son propre chien thérapeute, et les murs étaient décorés de photos de patients souriants aux côtés de leurs compagnons canins. En arrivant à l'unité de soins intensifs néonatales, une vieille dame les attendait, ses yeux brillants d'émotion. C'était le docteur Elizabeth Thompson, venue spécialement de Londres pour ce jour. « Mathieu, dit-elle, la voix émue, c'est un honneur de te rencontrer enfin. J'ai quelque chose de très spécial à te montrer. » Elizabeth ouvrit un dossier, révélant une série de vieilles photographies. Sur l'une d'elles, un Golden Retriever au pelage brillant était couché à côté d'un berceau où dormait paisiblement un minuscule bébé. « Celui-ci, dit-elle en montrant le chien, c'était Gabriel. Et ce petit miracle ici, c'est toi, Mathieu. » Pendant qu'Élisabeth racontait l'histoire extraordinaire de Gabriel, les yeux de Mathieu se remplissaient de larmes et d'émerveillement. Les lumières de l'unité de soins intensifs semblaient clignoter doucement. Et pendant un instant, tous les présents auraient juré avoir vu une lueur bleutée danser dans l'air. Gabriel n'était pas seulement un chien, conclut Élisabeth. C'était un gardien, un ange à 4 pattes. Et son héritage vit en toi, Mathieu, et dans chaque vie touchée par le projet Gabriel.
Ce soir-là, alors que le soleil se couchait à l'horizon projetant une lueur dorée sur l'hôpital, Mathieu s'assit dans le jardin, Lola couchée à ses côtés. Fermant les yeux, il respira profondément, sentant une connexion profonde avec quelque chose de plus grand que lui-même. Et dans les ombres du crépuscule, pendant un bref instant, la statue de Gabriel sembla prendre vie, ses yeux brillants de cette ancienne sagesse qui avait changé tant de vies. L'auditorium de l'hôpital Sainte-Claire était bondé, une mer de blouses blanches et d'uniformes colorés. Sur la scène, un jeune homme de 30 ans, aux cheveux châtains et aux yeux bleus pénétrants, ajustait le microphone. Le docteur Mathieu Olivier, maintenant un chercheur renommé en médecine intégrative, s'apprêtait à présenter les résultats de son étude révolutionnaire. Au premier rang, Élise, maintenant avec des cheveux gris, mais toujours avec les mêmes yeux brillants de détermination, souriait fièrement. À ses côtés, François, dans son fauteuil roulant, tenait la main de Madame Claire, qui, à 95 ans, avait toujours ce regard de quelqu'un qui garde des secrets ancestraux. « Bonjour à tous », commença Mathieu, sa voix résonnant dans l'auditorium. « Aujourd'hui, je présente les résultats de 10 ans de recherche sur ce que nous appelons l'effet Gabriel. » Un murmure d'excitation parcourut l'assemblée. L'effet Gabriel était devenu légendaire dans les cercles médicaux, bien que beaucoup le considéraient encore plus comme un mythe que comme une science. Il y a 20 ans, poursuivit Mathieu, un chien extraordinaire nommé Gabriel a traversé un océan pour sauver la vie d'un bébé prématuré. Ce bébé, c'était moi. Des images apparurent sur l'écran derrière lui, de vieilles photographies de l'unité de soins intensifs, des graphiques de signes vitaux et cette image iconique de Gabriel à côté du berceau. Depuis lors, le projet Gabriel s'est répandu dans des hôpitaux du monde entier. Mais il y a toujours eu une question. Comment quantifier scientifiquement l'impact de ces chiens thérapeutes? Mathieu fit une pause dramatique, ses yeux parcourant l'auditoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer qu'après des années d'études rigoureuses, nous avons identifié ce que nous appelons le champ bioénergétique synchronisé. C'est une forme mesurable d'énergie qui se manifeste lors d'une connexion profonde entre êtres vivants. Des graphiques complexes et des images de résonance apparurent à l'écran montrant des modèles d'énergie similaires entre les patients et leurs chiens thérapeutes. Mais le plus incroyable, poursuivit Mathieu, sa voix tremblant légèrement d'émotion, c'est que nous avons découvert que ce champ peut être amplifié et dirigé grâce à des techniques spécifiques. À ce moment, Mathieu fit un geste et plusieurs chiens du projet, Gabriel, entrèrent dans l'auditorium, chacun accompagné d'un patient. Parmi eux, une vieille Golden Retriever nommée Lola, qui avait été la compagne de Mathieu pendant 2 décennies. « Mesdames et messieurs, avec votre permission, nous aimerions faire une démonstration. » Ce qui suivit laissa l'audience dans un silence absolu. Mathieu guida les présents dans une version moderne de l'ancien rituel du cercle de lumière. Au fur et à mesure que les gens se concentraient, suivant ses instructions, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. De petits points de lumière bleutée commencèrent à danser dans l'air, visibles pour tous. Les moniteurs, installés sur la scène, enregistrèrent une soudaine augmentation de l'activité du champ bioénergétique. « Ce que vous voyez, » expliqua Mathieu, la voix émue, « est la manifestation visuelle du champ bioénergétique synchronisé. C'est la preuve scientifique du pouvoir de guérison qui réside dans la connexion profonde entre êtres vivants. » La présentation se termina par une ovation debout. Scientifiques, médecins et infirmiers, beaucoup les larmes aux yeux, applaudissaient debout. L'effet Gabriel avait enfin été validé par la science. Plus tard, dans le jardin de l'hôpital, Mathieu se réunit avec Élise, François et Madame Claire. Lola se reposait à ses pieds, son museau grisonnant reposant sur ses pattes. « Tu as réussi, mon fils, » dit François en embrassant Mathieu. « Tu as transformé un miracle en science. » Élise sourit, des larmes de joie dans les yeux. Gabriel serait si fier. Tu n'as pas seulement poursuivi son héritage, tu l'as étendu au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. Madame Claire, tenant son vieux livre de sagesse, dit doucement, « La magie a toujours été là, mon chéri. Tu as simplement trouvé un moyen pour que tout le monde la voie. » Alors que le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur le jardin, Mathieu s'agenouilla à côté de Lola, caressant son pelage. Pendant un instant, il aurait juré avoir vu la silhouette d'un autre Golden Retriever.
plus jeune et plus vibrant, courant sur la pelouse. « Merci, Gabriel, » murmura-t-il, « pour tout. » Et dans ce moment magique, les lumières bleues dansèrent, une dernière fois célébrant l'union parfaite entre science et magie, entre le visible et l'invisible, entre le passé et l'avenir. Le cercle était complet. Fin de l'histoire.